Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes le 12 octobre. C'est le 160e SITREP sur le Donbass. Aujourd'hui, Tom a un problème de connexion Internet. Donc, nous ne pouvons pas tourner le SITREP comme d'habitude en duplex via Skype. Donc, pour ne pas vous priver d'un SITREP, parce que ça a été une semaine assez importante en termes d'actualité, j'ai décidé de faire quand même un rapport de situation, mais toute seule. Bon, c'est pas la première fois, vous commencez à avoir un peu l'habitude. Donc, on est parti. On va d'abord aborder la situation militaire, puisque du 5 au 11 octobre, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 166 reprises, donc on est à un bon tir de plus que la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré 12 obus d'artillerie de 152 mm, donc ça c'est plutôt mauvais signe, 13 obus de chars d'assaut, 446 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc là on est à 3 fois le score de la semaine passée, et si on rajoute toutes les munitions d'un calibre inférieur, on arrive quand même à un total de 2210 munitions, donc là aussi on est à presque 3 fois le score de la semaine dernière, donc c'est assez énorme, donc on continue sur une très mauvaise tendance. D'autant plus mauvaise que cette semaine devait avoir lieu le retrait des troupes et des équipements dans les zones pilotes de Petrovskoye et Zolotoye, je vais revenir dessus après. Il faut y rajouter les 10 violations et 35 munitions tirées par les forces armées ukrainiennes durant les dernières 24 heures, dont 22 obus de mortier de 120 et 82 mm. Ces tirs de cette semaine ont blessé 4 soldats et un civil, un vieux monsieur à Zaïtsevo qui a été blessé. Je montrerai une petite photo qui a été fournie par le maire de Gorlovka, Ivan Prikhotko. Le bilan en termes de destruction est juste énorme, puisqu'on a eu 43 habitations et infrastructures civiles endommagées cette semaine. C'est bien pire que la semaine dernière. On a eu de nouveau une habitation endommagée durant les dernières 24 heures. Comme d'habitude, transformateurs, lignes électriques font aussi partie des dégâts de ces bombardements. Côté ukrainien, les pertes hors combat continuent, principalement dû au fait de marcher, rouler ou activer leurs propres mines ou engins explosifs maison. Les pertes hors combat de cette semaine pour les forces armées ukrainiennes sont de 12 morts et 11 blessés, et comme je disais, principalement à cause de ces problèmes de mines et d'explosifs. Donc c'est quand même énorme. En termes de travail de l'OSCE, cette semaine, bien, l'armée ukrainienne a continué ses brouillages de signaux de drones de l'OSCE, mais aussi à leur tirer dessus à l'arme légère. Je vous montrerai une petite carte des principaux endroits où ce genre d'incidents ont lieu. Les observateurs de l'OSCE ont bien sûr dû poser leurs drones pour éviter de les perdre. Le but de tous ces brouillages, c'est bien sûr de cacher les armes lourdes présentes non seulement près de la ligne de front, mais aussi près des infrastructures civiles et habitations, ce qui est une violation non seulement des accords de Minsk, mais de la Convention de Genève, je le rappelle. Et pour cacher des concentrations d'équipements lourds près de Krasnogorovka, les soldats ukrainiens ont aussi endommagé une caméra de surveillance de l'OSCE. Donc bon, comme on voit, toujours pas d'application des accords de Minsk en vue, et encore moins en ce qui concerne l'accord de retrait des troupes et des équipements militaires, donc comme je disais, qui était prévu dans 2 zones pilotes, une en République populaire de Donetsk, celle de Petrovskoye, et une en République populaire de Lugansk, à Zolotoye. Donc malgré l'accord qui avait été contenu le 1er octobre lors de la réunion des groupes de contact à Minsk, on a eu droit à un sabotage en règle de la part de l'Ukraine. Ça a commencé déjà le 5 octobre, lorsque le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Vadim Pristaïko, a commencé donc un travail de sape en disant qu'il fallait un cessez-le-feu complet pendant une semaine. Sauf que comme l'armée ukrainienne viole le cessez-le-feu tous les jours, forcément c'est bien pratique, hein. Ça évite. On crée des conditions, des prérequis qu'on viole soi-même. Comme ça permet de ne pas avoir à lancer l'application des accords. Et ensuite, il s'est plaint aussi qu'il était inacceptable de demander aux forces armées ukrainiennes de devoir détruire les fortifications qu'elles ont construites dans ces zones pilotes. La justification étant que les troupes pourraient avoir à revenir sur leur position. Bon, comme la ministre des Affaires étrangères de la RPD, Natalia Nikonorova, le lui a rappelé, le but de cette procédure de suppression des violations du désengagement des forces,
c'est d'obtenir un retrait définitif des troupes et des équipements militaires. Donc le but, c'est d'empêcher justement un éventuel retour des troupes sous un prétexte bidon ou sous un autre. Voilà, donc la destruction des fortifications, ça fait partie du process. Voilà. Et puis le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Lougansk, Vladislav Deneygo, a lui souligné qu'une trêve complète de 7 jours n'est absolument pas prévue dans l'accord de désengagement des forces. Voilà, ils s'inventent des conditions tout seuls dans leur petite tête. Voilà, bon, déjà, le fait qu'ils voulaient pas détruire les fortifications, ça indiquait clairement qu'ils envisageaient de revenir sur leur position ultérieurement, en gros, dès qu'ils auraient fini potentiellement le petit show médiatique et diplomatique, hein, si jamais ils avaient décidé d'appliquer réellement le désengagement. Et puis l'autre point litigieux, donc c'est l'application du cessez-le-feu. Comme je le dis, donc Kiev impose des prérequis qu'elle viole elle-même pour justifier ensuite de ne pas appliquer ce qu'elle a signé. C'est très pratique. Rien que la veille du jour où devait normalement commencer le désengagement, hein, donc il devait commencer le 7 octobre, du 6 au 7, ils ont déjà violé le cessez-le-feu à 39 reprises, tiré 886 munitions contre le territoire de la RPD, endommageant 13 habitations et bâtiments civils, plus des lignes électriques. Ils ont privé la moitié du village de Staromikhaïlovka de courant. C'est d'ailleurs sur ce village que l'armée ukrainienne s'est acharnée encore le lendemain, donc le 7 octobre, le jour même du retrait, où ils ont endommagé encore une vingtaine d'habitations de plus dans le même village. Donc, enfin, vous voyez un peu le truc, on partait déjà très très mal. Je montrerai des photos qui ont été prises sur place par la représentation de la RPD au sein du CCCC pour que vous voyez l'étendue des dégâts. Enfin, ils ont vraiment frappé tout azimut, ils ont touché une maternelle, ils ont touché un cabinet de dentiste, ils ont touché donc tout un paquet d'habitations civiles. Comme je vous le dis, avec un bilan pareil le jour même où l'armée ukrainienne devait se retirer et donc lancer cette procédure de correction des violations du désengagement, c'était très très mal parti, et la suite nous a donné raison. Et puis en plus de toutes ces violations, ce qui n'était pas très engageant, c'est que pour être sûr que Zelensky puisse pas appliquer les accords de Minsk, le régiment Azov s'est installé à Zolotoye, donc là c'est la zone de désengagement qui est face à la RPL, en promettant d'occuper les positions laissées vacantes par l'armée ukrainienne si celle-ci se retirait. Bon, donc au final, il n'y aurait pas eu de retrait, ça s'appellerait une rotation. Bon, la justification de cette violation flagrante des accords de Minsk était qu'il faudrait, soi-disant, assurer la sécurité de la population du village, alors je mets avec des très très gros guillemets, contre les méchants terroristes. Voilà, donc ça c'est du gros délire, hein. Je vous signale que non, il n'y a pas de terroristes ni en RPD ni en RPL, et que les gens qui vivent en RPD en RPL et ceux qui défendent les deux républiques ont pour beaucoup de la famille ou des amis de l'autre côté de la ligne de front. Voilà, hein, je le rappelle quand même toujours. Donc pour pas se faire dépasser par sa droite, Zelensky a repris cet argument bidon en promettant que des officiels de Kiev iraient sur place pour s'assurer que la population ne serait pas en danger. Bon, bien entendu, depuis la signature de la formule Steinmeier, j'en avais déjà parlé, l'agitation a gagné les ultra-nationalistes et les néo-nazis ukrainiens, qui, comme d'habitude, ont investi la place du Maïdan. Voilà, pour faire pression sur Zelensky, du moins c'est ce qu'il semble vouloir faire, parce qu'en fait il y a eu une analyse de Daniil Bessonov qui est très intéressante, selon laquelle en réalité Zelensky aurait un plan B dans sa poche, qui est de ne pas appliquer les accords de Minsk en prétextant qu'il doit écouter son peuple qui hurle son opposition à la formule Steinmeier et aux accords de Minsk sur la place du Maïdan, et qu'en gros il se contenterait de geler le conflit pour développer économiquement l'Ukraine. Je vais revenir un petit peu dessus après. En tout cas, de leur côté, la RPD et la RPL se sont préparés au désengagement, ont notifié l'OSCE dans les temps. Et donc après le premier échec du 7 octobre, il a été décidé de recommencer le 9. Donc le 9, à midi, les deux parties devaient tirer une fusée blanche pour indiquer qu'elles étaient prêtes à lancer le retrait de manière concrète et commencer à évacuer leurs troupes. Et en fait, le sabotage a déjà commencé la veille. Dès le 8 octobre au soir à Zolotoye, l'armée ukrainienne a ouvert le feu contre les localités de la RPL situées dans la zone de retrait vers 21h35. Le but, c'était bien sûr de provoquer la milice populaire pour qu'elle réponde, pour justifier ensuite, vous voyez, ils ont tiré, il y a une violation du cessez-le-feu, on se retire pas.
Mais bon, ils sont quand même bien conscients de ça en RPL, et donc la milice populaire a suivi les ordres stricts qui étaient de ne pas répondre à ces tirs de provocation, pour ne pas offrir un prétexte à Kiev. Devant l'échec de ces provocations face à la RPL, ils ont essayé, le lendemain, face à la RPD. Ainsi, le 9 octobre à 11h24, un sniper ukrainien s'est mis à tirer vers Petrovskoye. Les observateurs de l'OSCE présents sur place pour surveiller le désengagement ont enregistré les tirs. Comme son homologue de l'RPL, celle de la milice populaire de la RPD, n'a pas répondu à ces tirs, bien consciente que le but c'était de justifier le sabotage du désengagement qui devait commencer à peine 36 minutes plus tard. Et puis midi arrive, les milices populaires de la RPD et de la RPL tirent leurs fusées blanches pour indiquer à la partie ukrainienne qu'ils sont prêts. Mais en face, rien du tout, pas de réponse. Donc pour être sûr que l'armée ukrainienne n'avait pas raté le signal, les milices populaires ont tiré plusieurs fusées d'affilée, espérant une réponse qui n'est jamais venue. Alors côté RPL, les observateurs de l'OSCE se sont même rendus à Zolotoye côté ukrainien pour découvrir pourquoi Kiev n'avait pas répondu aux fusées éclairantes. Il semble qu'ils n'aient pas obtenu forcément de réponse, mais en tout cas ils ont confirmé à 13h que Kiev n'avait pas tiré de fusée et donc violé ses engagements. Donc, là l'OSCE a dit, écoutez, on va réessayer demain et après-demain, et si vraiment après-demain ça marche pas, ça veut dire que le processus sera complètement interrompu, et puis il faudra renégocier une nouvelle date. Donc, on se prépare pour une nouvelle tentative le 10 octobre. Déjà au vu des nouvelles, moi j'étais pas très optimiste. Je doutais que cette nouvelle tentative soit plus couronnée de succès que celle du 9 octobre, puisque le 9, la milice populaire de l'RPL annonçait avoir détecté la présence de 4 véhicules blindés sur les positions de l'armée ukrainienne dans la zone de désengagement de Zolotoye, mais aussi des travaux de renforcement des tranchées menés avec une excavatrice et un véhicule du génie, et la présence de 15 mines anti-chars à proximité de la zone où devait s'opérer le retrait des troupes. Donc déjà ça partait très très mal. Ces violations-là ont été enregistrées par l'OSCE dans leur rapport. Et donc le 10 octobre, moi je me suis rendu à Petrovskoye pour voir par moi-même comment ça se passait. Alors déjà, avant même que le processus commence, on a reçu des nouvelles qui étaient déjà pas très très réjouissantes, puisqu'on a entendu parler d'affrontements armés entre les ultranationalistes de la 35e brigade des forces armées ukrainiennes et le 3e régiment des forces spéciales. Donc il semble que le problème c'était justement le retrait, donc le retrait des troupes, les ultranationalistes s'y opposant, et donc le 3e régiment des forces spéciales essayant de les obliger à appliquer les ordres, mais en vain. Donc déjà, on n'était pas très optimiste. Plus tard, face aux observateurs de l'OSCE, les représentants ukrainiens au sein du CCCC diront qu'en fait les soldats sont prêts à se retirer, mais qu'ils n'en ont pas reçu l'ordre. Déjà, on voit quand même des grosses incohérences entre les faits et le discours. Déjà, ça parle très très mal. Et puis à midi, ce coup-ci, c'était l'Ukraine qui devait commencer, qui devait tirer une fusée blanche la première, pour indiquer qu'elle lançait le processus de désengagement. On a attendu, midi 10, toujours rien. Donc les RPD discutent avec l'OSCE, puis décident, en accord avec eux, de tirer une fusée blanche en premier pour montrer leur bonne volonté, puis de voir si la partie ukrainienne répond. Je vous épargne le suspense, il n'y a pas eu de réponse. Donc, face à ça, l'OSCE contacte sa patrouille miroir située côté ukrainien, parce que quand il y a des désengagements, il y a 2 patrouilles de l'OSCE, une de chaque côté de la ligne de front, et elles sont en communication permanente. Donc elles demandent à leurs collègues, vous avez vu la fusée depuis l'autre côté ou pas quand même ? Ils ont confirmé que oui, la fusée avait été visible. Donc on s'est dit, on va leur laisser 1 heure pour voir s'ils décident à réagir. À 13h, donc on s'apprêtait à tirer une 2e fusée blanche, et alors là, on demande à la partie ukrainienne, on les prévient, on leur dit voilà, on va tirer la 2e fusée, etc. Et alors là, la partie ukrainienne nous demande un délai d'1 heure de plus. Et puis là, on dit mais pourquoi vous avez besoin d'1 heure de plus ? Alors là, on est tombé des nues, parce qu'en fait, ils nous ont sorti qu'en fait, les représentants ukrainiens au sein du CCCC n'étaient pas encore arrivés à Bogdanovka. Alors là, là, je avouais qu'on est resté un peu comme de ronds-flancs, là. On s'est tous regardés en mode c'est du foutage de gueule. Donc on dit ok, on est patient, on est gentil, on vous laisse 1 heure de plus. En espérant qu'ils vont enfin lancer le processus de désengagement à 14h00.
On fait le deuxième tir de fusée blanche en espérant enfin avoir une réponse. Rien du tout, que dalle. Devant le silence persistant de la partie ukrainienne, on décide de tirer une fusée blanche de plus que ce qui était prévu, pour donner une ultime chance à l'Ukraine de donner une réponse. Et donc on attend 1 heure de plus, et à 15h, on a tiré une 3e fusée dans le ciel. Mais toujours rien, aucune réponse. On a attendu 1 heure, puis à 16h, il était évident que le désengagement ne serait pas lancé le 10. Bon, au cas où, les représentants de la RPD au sein du CCCC et les observateurs de l'OSCE sont restés jusqu'à la nuit tombée pour s'assurer qu'ils ne rateraient pas la réponse ukrainienne si elle arrivait pour le tard. Je vous épargne le suspense encore une fois, pour rien. Et le lendemain, Kiev a fait exactement la même chose. Résultat, le processus de désengagement a été officiellement interrompu par la faute de Kiev, et les représentants ukrainiens à Minsk vont devoir s'expliquer déjà de une, et puis renégocier une nouvelle date, ce qui repousse d'autant plus la fameuse réunion format Normandie dont Zelensky a tant besoin, puisque je rappelle que Poutine avait posé comme prérequis d'appliquer au moins le désengagement des troupes à Zolotoye et Petrovskoye. La RPD, elle, par contre, a clairement marqué des points, l'OSCE ayant noté la bonne volonté de la République d'appliquer les accords signés, et surtout les observateurs sur place ont tenu quand même à remercier la RPD pour sa très grande patience face au silence persistant de Kiev. Donc bon, c'est plutôt bon pour la République, plutôt pas très bon pour Kiev sur le plan médiatique, sauf si, en fait, l'analyse de Daniil Bessonov sur le plan B de Zelensky est juste. Donc je vais revenir dessus, maintenant. Je vais vous expliquer en détail, c'est un petit peu long, je suis désolée, mais c'est un truc important à comprendre. Parce que, en politique, ce qui se passe réellement, c'est quand même rarement ce qui est réellement visible en public. Entre ce que les gens, les hommes politiques prétendent vouloir faire et ce qu'ils veulent faire en réalité en sous-main, il y a souvent quand même le Grand Canyon. Donc là, en fait, le plan B qui semble venir un petit peu comme un cheveu sur la soupe, ce plan B de Zelensky, ça serait d'abandonner la partie du Donbass qui n'est pas sous le contrôle de Kiev. Ça peut sembler un peu énorme, mais en fait pas tant que ça. Parce que quand on voit la réaction des néo-nazis ukrainiens, entre autres Azov, au retrait des troupes, il y a un truc quand même très bizarre. Azov est sous le contrôle d'Avakov, comme une bonne partie d'ailleurs des ultranationalistes et néo-nazis ukrainiens. Les autres qui sont pas sous contrôle d'Avakov, ils sont sous contrôle du SBU. Donc comme ça, voilà, ça pose déjà. Or, le petit problème, c'est que, comme on l'a déjà expliqué, Avakov a vendu sa loyauté à Zelensky en échange de quelques concessions sur certaines choses. Donc ça serait assez bizarre quand même qu'Avakov envoie ses néo-nazis attaquer une initiative de Zelensky. Sauf si c'est le but recherché par ce dernier, c'est-à-dire d'avoir une opposition visible à l'application de ce qu'il a signé pour servir de prétexte au sabotage. Parce que bon, je rappelle quand même qu'avec le score que Zelensky a fait au 2e tour, ça serait quand même pas très compliqué pour lui de briser ce énième Maïdan en appelant ses électeurs à faire une contre-manifestation, comme Poutine l'avait fait à une époque face aux manifestations de Bolotnaya. Donc s'il le fait pas, c'est que ce nouveau Maïdan l'arrange bien. Bon, certains pourraient me rétorquer que Zelensky a pas quand même l'air de vouloir prolonger le conflit, et que maintenant que Volker a démissionné, il a les mains libres pour faire la paix. Oui, mais non. Comme je vous l'ai dit déjà, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, ça n'a rien à voir. Il applique la technique de l'illusionniste, donc ce qu'il dit, ça n'a strictement aucune valeur. Et puis, surtout, le problème, c'est qu'appliquer les accords de Minsk, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Ça va pas être quelque chose de facile, ni de rapide. Puisque, comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, les positions entre l'Ukraine et les deux républiques populaires sont diamétralement opposées. Or, Kolomoïski, qui est le mécène, si on veut mettre des gros guillemets, de Zelensky, veut faire rentrer beaucoup d'argent dans le pays, mais vite. D'où la loi libéralisant la vente des terres agricoles, la légalisation des jeux d'argent, mais pour attirer des investisseurs dans le pays, il faut mettre fin au conflit et rapidement. Or, appliquer Minsk II sera un casse-tête infaisable et trop long. Et donc là, l'idée a germé que Zelensky aurait un plan B, convenu avec les autres forces politiques du pays, voire avec d'autres pays, pour régler ça d'une autre façon. Ça peut sembler un petit peu saugrenu, mais en fait, il y a eu plusieurs éléments qui se sont succédés,
qui ont confirmé l'analyse initiale de Daniil Bessonov. En fait, au départ, l'idée elle a été glissée comme ça par Dmitri Gordon, le fameux propagandiste en Kiev, des pro-Maïdan, qui a suggéré à l'antenne d'installer une grande clôture à la frontière avec la Crimée et le Donbass, de les laisser de leur côté, de développer économiquement le reste de l'Ukraine, et que les deux régions demanderaient par elles-mêmes à revenir en Ukraine si ça marchait. Bon, ça déjà le dernier point, c'est du délire, je vous le dis tout de suite. Même si vous aviez le développement économique de la Chine... Non, je vous le dis tout de suite, le Donbass et la Crimée, on peut envie de vivre avec des gens qui ont pour héros national des collaborateurs de nazis. Désolé. Voilà. Désolé, on place ce genre de valeur avant le pognon. Alors, ce qui était assez intéressant, c'est que Gordon a demandé à Kravchuk, donc ancien président ukrainien, ce qu'il pensait de cette idée, puis que l'autre, il a dit, ah bah oui, c'est une très bonne idée. Le truc, c'est que Gordon, c'est pas quelqu'un qui va prendre des risques. S'il sort un truc aussi énorme publiquement, c'était très certainement pour déjà un peu sonder la réaction du public ukrainien. Voir un petit peu, le sens du vent. Hein. Gordon, c'est une bonne girouette pour voir le sens du vent. Et la preuve qu'il était là un peu pour tester l'opinion publique, voir si ça passe ou ça casse, c'est que peu de temps après, c'est Vadim Pristaïko, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, qui a mis ouvertement sur la table, peu ou prou, la même proposition. Très bizarre. Donc ça, c'est quelque chose que Pristaïko a dit à la télé. Hein. Il a dit que le gouvernement ukrainien envisageait 3 options pour ce qui est de régler le conflit dans le Donbass. Donc il a dit, j'en vois au moins 3. La première est d'essayer de négocier dans le cadre du processus injuste dans lequel nous sommes engagés il y a de nombreuses années, donc les accords de Minsk. La deuxième tactique consiste à tout retarder pendant que nos soldats se font tuer jusqu'à ce que les gens de l'autre côté de la ligne de contact commencent à nous détester et que nous ne pourrons jamais les ramener. Sinon, il y a la troisième variante d'abandonner ce territoire de l'Ukraine une fois pour toutes. Alors, bien sûr, après, il essaie de justifier que Zelensky essayait quand même d'appliquer les accords de Minsk. Mais que si ça échoue, Kiev pourrait demander une mission de maintien de la paix entre l'Ukraine et donc la partie du Donbass qui serait plus sous leur contrôle, ou mieux encore sur tout le territoire occupé. Bon, on va reprendre point par point. Hein. La première option envisagée, c'est donc d'appliquer les injustes accords de Minsk. Alors bon, déjà, le fait de sortir ce qualificatif-là, alors que je rappelle, ces accords ont quand même permis à Poroshenko de sauver les lambeaux de ce qui restait de son armée, et que s'ils étaient appliqués, ils permettraient quand même à l'Ukraine de récupérer sa souveraineté, fût-elle simplement symbolique, sur le Donbass, c'est un petit peu se foutre de la gueule du monde. Hein. Tout accord de règlement pacifique d'un conflit implique de faire des compromis, ça n'a rien d'injuste, c'est normal. Bon, malgré le fait que cet accord serait soi-disant injuste, Pristaïko nous dit que Zelensky essaye de mener à bien le processus de Minsk, sauf que comme vous avez pu l'entendre précédemment, Kiev applique pas plus les accords de Minsk maintenant qu'à l'époque de Poroshenko. Hein, les bombardements continuent, le désengagement est pas mené, ça progresse toujours pas des tonnes à Minsk. Voilà. Donc, c'est là, c'est un peu du foutage de gueule. D'ailleurs, à propos du retrait des troupes, je vais revenir un petit peu brièvement sur la présence des néo-nazis d'Azov à Zolotoye, hein, qui étaient soi-disant là pour assurer la sécurité des habitants. Sauf qu'en fait, les habitants ont gueulé, on dit qu'ils voulaient que tout ce petit monde dégage, que l'armée se recule genre à 20 km de là, quoi, tu vois. La zone de retrait, c'est un truc de 2 km de profondeur. Non, vous cassez-vous à 20 km. Et tout ça a été raconté à la télé par une volontaire ukrainienne, hein, donc une ultranationaliste, pour pas dire une néo-nazie, Natalia Voronkova, qui a sorti ça très naïvement sur l'antenne de la chaîne Priyamoy, en disant que quand les officiels justement de Kiev sont venus, hein, comme l'avait promis Zelensky, les habitants se sont rassemblés, les ont insultés, ont hurlé que les soldats ukrainiens les bombardaient, et leur dire cassez-vous à 20 km en arrière. Alors c'était très drôle parce qu'elle a dit que écouter l'opinion de gens qui croient que l'armée ukrainienne les bombarde, c'était une erreur.
Bah bon, sauf qu'ils croient pas, ils le vivent, ils le savent, ils savent qui leur tire dessus. Hein, je veux dire, ils ont pas besoin de la Miss Voronkova pour le leur dire. Mais ce qui était énorme, c'est qu'elle a admis publiquement que la majorité, la grande majorité des habitants de Zolotoye détestent les forces armées ukrainiennes, qui veulent que eux et les volontaires d'Azov dégagent, et qu'en prime, ils disent ouvertement que l'armée ukrainienne les bombarde, confirmant d'ailleurs ce que la RPL dit depuis très longtemps, à savoir que l'armée ukrainienne n'hésite pas à bombarder le territoire qui est sous son contrôle pour ensuite en accuser les républiques populaires. Donc là, c'est bien bravo, propagande ukrainienne 0, réalité 1. Et puis là, c'est que j'en viens à la deuxième option exprimée par Pristaïko, à savoir que donc l'idée de tout retarder pendant que leurs soldats se font tuer, jusqu'à ce que les gens de l'autre côté de la ligne de contact commencent à nous détester et que nous ne pourrons jamais les ramener. Bon, après ce que l'autre Voronkova a sorti, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer que les gens en RPD et en RPL ne vont pas commencer à vous détester si vous prolongez le conflit, mais que c'est déjà le cas? Vous croyez quand même pas qu'après 5 ans de guerre, plus de 13 000 morts et des bombardements délibérés de civils, torture, kidnapping, divers crimes de guerre, vous croyez quand même pas que les habitants de l'RPD et de l'RPL vous aiment quand même? On n'en est pas là quand même niveau déni de réalité. Parce que là, c'est quand même effrayant. Je rappelle qu'en 2014, la majorité de la population du Donbass a voté à l'écrasante majorité pour quitter l'Ukraine. Et qu'après leur avoir envoyé les chars, l'artillerie, les avions de chasse pour les exterminer à cause de leur opinion, celle-ci, c'est pas améliorée par miracle. Hein, c'est même plutôt l'inverse. Et d'ailleurs, même dans le territoire qui est sous votre contrôle, c'est pareil, puisque comme vous voyez, les habitants de Zolotoye vous disent ouvertement, cassez-vous, on vous aime pas. Donc je sais pas ce qu'il vous faut de plus pour comprendre quand même. Et alors c'est là qu'on en arrive à la dernière option. Hein, ce fameux plan B, puisque Pristaïko envisage comme troisième option donc d'abandonner ce territoire de l'Ukraine une fois pour toutes, et de demander à des casques bleus de venir maintenir la paix sur la ligne de front, voire sur tout le territoire de l'RPD et de l'RPL. Bon, déjà cette dernière option-là, vous pouvez oublier, hein, ça fait juste 20 fois qu'on vous le dit, on n'a pas oublié ce qui s'est passé dans l'ex-Yougoslavie, et on vous permettra pas de refaire un scénario croate dans le Donbass. Donc ça déjà, vous pouvez l'enterrer. Et puis, revenons-en à la base du point numéro 3, qui est l'abandon du territoire. Purement et simplement. En fait, ce que Pristaïko propose, c'est un scénario type Transnistrie, Ossétie du Sud, avec des casques bleus, hein, pour calmer le jeu, sur la ligne de front. Et le fait que cette option a été ouvertement mise sur la table, d'abord par le ministre des Affaires étrangères, et ensuite d'ailleurs par Zelensky. Zelensky a fait une conférence de presse marathon, durant laquelle il a sorti la même. Donc ça confirme que l'analyse de Daniil Bessonov est juste, à savoir que Zelensky et son mentor Kolomoïski veulent mettre fin vite fait à la guerre civile pour attirer du pognon en Ukraine et se servir au passage. Puis ceux qui, quitte à dire adieu à une partie du territoire ukrainien, ça on s'en fout, hein, le pognon d'abord, le territoire après. Alors, Daniil Bessonov a expliqué un petit peu comment lui il voit la façon dont ce plan doit se dérouler. Donc je vais vous l'expliquer. Donc comme je l'ai dit précédemment, Zelensky a acquis la loyauté d'Avakov et son soutien dans toutes ses initiatives. Hein, parce que Avakov n'est pas juste le chef de la police, hein, c'est pas juste le ministre de l'Intérieur, parce que si c'était le cas, Zelensky l'aurait simplement remplacé par un de ses gars. Je veux dire, ça aurait été très simple. Non, ce qui se passe, c'est qu'Avakov, il a des compromates, il a des informations compromettantes sur pas mal de dirigeants nationalistes et sur beaucoup de politiciens aussi. Et ces compromates, ils ont du poids, parce que sinon, Kolomoïski aurait juste racheté les nazis et Avakov aurait pris sa retraite. Non. Donc, comme je l'ai dit précédemment, Minsk 2 n'a pas l'air d'être très bénéfique pour le couple Zelensky-Kolomoïski à cause du fait que sa mise en œuvre, ça va prendre énormément de temps et que eux, il faut qu'ils fassent vite. Hein, pour pouvoir attirer des investisseurs étrangers. Et donc pour ça, ils ont besoin de la paix maintenant, quelle qu'en soit la forme et quel qu'en soit le prix. Donc le moyen le plus acceptable serait de désengager les troupes et de geler le conflit pour de nombreuses années, hein, scénario transnistrien. Et comme il est peu probable que l'équipe de Kolomoïski soit constituée d'idiots, chaque plan comprend plusieurs tâches à la fois. Donc vous allez voir, faut tout suivre parce que c'est vraiment complexe. Sur la voie pour gagner des milliards, ils doivent résoudre pas mal de problèmes. Ils doivent geler complètement le conflit, ça c'est la tâche principale. Mais pour mener à ça, il faut gérer les concurrents et avoir un contrôle total sur le territoire, les gens et
les médias, l'espace d'information, ou au moins éviter d'avoir des réactions négatives vis-à-vis des actions de Zelensky et Kolomoïski. Voilà le scénario, comment il est envisagé. Voilà, hein, c'est de l'analyse prospective, hein, il peut y avoir après des changements dedans, mais voilà comment Danil Bessonov le voit. En gros, Zelensky s'impose sur la scène internationale en tant que pacificateur avec ses grandes déclarations comme quoi il veut la paix, et accélère en fait le processus de Minsk de telle manière qu'en fait ça vise à le saboter. Poroshenko, bien sûr, ne manque pas l'occasion de retourner tout cela contre Zelensky, crier à la trahison, il a déjà commencé. Ainsi, il a déjà avalé l'appât, qui reviendra plus tard. Au signal, toutes les organisations nationalistes contrôlées par Avakov et Xenko doivent autant que possible critiquer, menacer Zelensky de révolution, et elles se rassemblent. Ça, c'est ce qu'on voit déjà. Il faut que la communauté internationale voit que la mise en œuvre des accords de Minsk menace Zelensky d'un nouveau coup d'État et de nouveaux foyers de guerre civile, mais en Ukraine occidentale cette fois, c'est-à-dire face à l'UE, sur les frontières de l'Union européenne. Poroshenko va y avoir une chance de reprendre le pouvoir et va essayer de diriger cette force de protestation du peuple, entre guillemets. Et c'est là qu'apparaît un nouveau meneur, un chef de la nation, entre guillemets, Andrei Biletsky, qu'on nous ressort du truc, que Kolomoïski veut placer comme leader d'une nouvelle force politique, qui visera à unir tous les nationalistes ukrainiens et autres esprits malfaisants. C'est en fait une sorte de copie du parti Svoboda, mais en version plus moderne et plus créative. Voilà. De cette façon, Biletsky va pouvoir intercepter l'initiative de Poroshenko dans la lutte contre la capitulation de l'Ukraine. Hein, donc qu'est-ce qui s'est passé? Zelensky a décidé en urgence de retirer ses troupes sans préparer le terrain. Pas de mesures explicatives spéciales au sein des forces armées ukrainiennes, pas de préparation de l'opinion publique. Et donc simultanément, Biletsky et les autres sont allés sur les points de désengagement pour créer l'apparence d'une opposition à la décision de Zelensky, avec même des histoires de confrontation avec la police, et qu'il y aurait même eu des morts, des coups de feu, machin, mais en fait, les nazis ont gagné, comme à Zolotoye, après une rude bataille. Hein, ça c'est le conte de fées pour la ménagère de moins de 50 ans. Ensuite, on a eu toutes ces tentatives dignes d'un conte de fées, elles aussi, de désengager les troupes. Hein, donc là aussi, ça aboutit à une victoire patriotique, victoire des néo-nazis qui ont obtenu l'empêchement, tout simplement, du désengagement. Et puis là, bientôt, le 14 octobre, ce sera le jour des sadiques de l'UPA, donc les collaborateurs des nazis ukrainiens. Et donc, au centre de Kiev, il y aura une procession au flambeau, dans la plus pure tradition nazie. Et donc, ils vont pouvoir réunir à nouveau Maïdan sur la place de l'indépendance, avec Biletsky en tête. Et puis après toutes ces défaites de contes de fées à Zolotoye et Petrovskoye, Zelensky va demander l'aide de l'Occident sous forme d'un contingent de casques bleus. Parce qu'il dira que la situation dans le pays n'est pas sous contrôle et que l'Occident a tout vu lui-même à la télé. Bon, sous pression russe, l'Occident dira vous êtes gentil, oui mais non. Là, Zelensky pourrait peut-être essayer de manipuler la Biélorussie pour obtenir un contingent biélorusse en disant oui, nous sommes tous frères, ukrainiens, russes, biélorusses, et puis que c'est les Biélorusses, le Donbass devrait l'accepter, sauf que non, donc de toute façon ça avancera pas. Et puis là, la communauté internationale sera convaincue que Zelensky a fait tout son possible pour établir la paix, mais que ça marche pas. Qu'en plus là il fait face à une situation instable dans le pays, qu'il a empêché un nouveau coup d'État, et donc là on va arriver à une situation idéale pour la phase finale du plan Zelensky-Kolomoïski. Après ça, Zelensky dira à la population qu'il a entendu le peuple, c'est-à-dire en fait les ultranationalistes et les néo-nazis sur le Maïdan, et qu'il refuse d'appliquer les termes des accords de Minsk, et que donc pour rétablir la paix et la prospérité en Ukraine, il va proposer de laisser temporairement la Crimée et les deux républiques populaires en paix, et d'occuper toutes les forces et tous les moyens du pays sur le reste du territoire pour rendre l'Ukraine grande à nouveau, make Ukraine great again. Et puis, plus tard, on réclamera la Crimée et le Donbass. Donc là, ils sont en train d'activer vraiment toute la propagande côté ukrainien pour préparer l'opinion publique.
L'opinion publique ukrainienne, là, ils sont en train de bien leur laver le cerveau dans ce sens-là depuis la mi-septembre. Et puis face à ce plan, comme par hasard, Bilecki va le soutenir ainsi que d'autres nationalistes. Le peuple ukrainien approuvera, bien qu'on lui demandera pas son avis. La communauté internationale sera satisfaite. On foutra des postes frontières entre l'Ukraine et les républiques. Les troupes seront retirées. Ça sera la paix. Puis les lois seront adoptées pour lever le moratoire sur la vente des terres, légaliser les jeux de hasard et un certain nombre d'autres lois qui attireront des investisseurs étrangers. Kolomoïski multipliera sa fortune par 4. Zelensky sera le président ukrainien qui n'a du sang que jusqu'au doigt. Et Bilecki sera le leader du nouveau parti politique Pays des Merveilles. Voilà, donc cette analyse quand même du plan B de Zelensky, elle semble être quand même confirmée par tout ce qu'on voit. Donc le fait que Zelensky parle de cette option ouvertement lors de cette conférence de presse marathon, qu'il a pris aucune mesure sérieuse contre les néo-nazis. Si vraiment il voulait appliquer les accords de Minsk, il aurait dû faire arrêter tout ce petit monde. Je veux dire, à un moment, si c'est vraiment ce que tu veux, tu prends les mesures ad hoc pour aller jusqu'au bout du processus. Avec le soutien populaire dont il bénéficie, comme je l'ai dit, Zelensky a les moyens de contrer un Maïdan. S'il faisait défiler ceux qui sont pour lui, numériquement, avec le score qu'il a fait au deuxième tour, il a quand même beaucoup plus de monde derrière lui. Donc là, s'il ne stoppe pas les néo-nazis, c'est qu'il ne le veut pas. Et si Zelensky ne le veut pas, il faut se demander ce que ça cache. Bon, pour ma part, je pense que l'Ukraine renonce à une partie du Donbass ou pas, de toute façon, ça serait bien, parce que ici, au moins, ça terminerait les morts de notre côté. Non, ça serait un truc bien. Mais de toute façon, pour l'Ukraine, ça changera rien. Elle va continuer sa route vers le scénario yougoslave, parce que c'est pas en légalisant les casinos et en vendant les terres agricoles que Zelensky va sauver l'Ukraine. Ils sont dans une merde financière telle que c'est pas avec des rustines que vous allez sauver le pays. Je vous conseille d'ailleurs d'aller lire l'analyse de Dmitri Orlov sur l'état de l'Ukraine et la situation dans laquelle est Zelensky. Donc elle a été traduite en français par le Seeker francophone, ça s'appelle Le président qui ne rit pas. Il est mis en lien dans un de mes articles qui sera donc dans le sommaire de la vidéo. Clairement, je vous encourage à aller la lire. C'est très important, vous allez voir. L'Ukraine est dans un état, c'est la Somalie aux portes de l'Europe. Donc ils ont une de leurs centrales nucléaires qui fonctionne plus du tout, celle de Khmelnytsky. Les 2 réacteurs ont été mis complètement à l'arrêt. Ils ont pas assez de charbon. J'ai vu passer des nouvelles aussi disant que oui, certes ils font des stocks de gaz pour l'hiver, mais en fait si le transit de gaz russe s'arrête dans les tuyaux, en fait il n'y aura pas assez de pression pour pouvoir envoyer le gaz qui se trouve dans les zones de stockage vers les villages les plus reculés. Donc ce qui veut dire que en gros toutes les zones un peu rurales, un peu loin de tout, risquent de se retrouver sans gaz. À cause de ça. Ils ont pas assez de charbon, ils sont vraiment dans la mouise. financièrement, c'est une catastrophe. Et donc, Orlov rejoint ce que des gens comme Xavier Moreau ou moi-même, soit Orlov, Xavier Moreau ou moi, on dit la même chose depuis des années. L'Ukraine fonce vers le gouffre. Là, ils sont en plein effondrement. Ce qui se passe, c'est que là, ils essaient de se débarrasser d'un des boulets, qui est le Donbass. La guerre dans le Donbass est devenue un boulet économique pour l'Ukraine. Maintenir une armée à la frontière comme ça leur coûte, je crois, un truc comme $1 million par jour. Donc vous vous rendez compte, c'est énorme pour un pays comme l'Ukraine. Même en vous débarrassant de ce boulet-là, vu l'état de somalisation de l'Ukraine depuis le Maïdan et le fait que vous continuez à prendre des décisions politiques qui sont basées sur une idéologie russophobe au lieu de faire de la réelle politique, en fait, ce qui se passe, c'est que votre renoncement à ce morceau du Donbass, c'est que le début. Vous allez finir comme l'Empire romain, à lâcher province par province, région par région, jusqu'au moment où l'Ukraine va disparaître purement et simplement. Là, vous êtes sur la trajectoire de la désintégration totale du pays. C'est une catastrophe pour vous, quoi. C'est une catastrophe pour vous, mais malheureusement, c'était très prévisible. C'est ce que je craignais, c'est-à-dire Zelensky ne veut pas réellement appliquer les accords de Minsk.
S'il renonce à une partie du Donbass, le truc c'est que l'autre partie qui est actuellement sous contrôle de Kiev va exiger la même chose, puisque je rappelle qu'en 2014, cette partie-là du Donbass a aussi voté lors du référendum du 11 mai 2014 pour quitter l'Ukraine. Donc de toute façon, ça va être qu'un début. Vous n'avez pas fini de devoir perdre des régions les unes après les autres. Ça c'est très mal parti pour vous. Donc voilà la situation. Je vous ai pas mis pendant ce temps-là à Kiev parce que le site rep est déjà de nouveau très très long. Vraiment désolé de l'avoir dû le faire dans ce format, sans tome. J'espère que la semaine prochaine on va pouvoir le refaire dans le format habituel. Sinon, le site rep sera de nouveau sur ma chaîne, sur la chaîne de Donbass Insider, au lieu d'être sur Éveil Français TV. Enfin, j'espère vraiment qu'on va arriver à faire réparer tout ça. Petit problème technique, donc bon, on contourne pour pouvoir continuer à vous fournir l'information au maximum. Et donc je vous dis à la semaine prochaine pour le 161e site rep, en espérant quand même qu'ils vont se calmer un peu sur les bombardements, parce que là, la hausse, elle est quand même énorme cette semaine. On va voir ce que donneront les prochaines discussions des groupes de contact à Minsk, et voir si Zelensky arrive à obtenir au moins une réunion au format Normandie, mais ministérielle, c'est-à-dire non pas les chefs d'État, mais peut-être les ministres des Affaires étrangères. Et est-ce qu'il va oser poser cette option B, ce plan B sur la table, auquel cas cela obligerait en fait à une renégociation des choses. Est-ce qu'à ce moment-là, la Russie et le Donbass ne poseraient pas comme prérequis qu'à ce moment-là, ça s'applique à tout le Donbass qui a voté le 11 mai 2014 et pas seulement à la partie qui n'est actuellement pas sous contrôle de Kiev. Ça reste à voir. Pour l'instant, il y a beaucoup de points d'interrogation, mais de ce qu'on voit actuellement, ce que Danil Bessonov avait, entre guillemets, prophétisé, avait annoncé dans ce plan B, avant même on va dire, l'échec flagrant du désengagement des forces, à Petrovskoye et à Zolotoye, s'est réalisé. Donc il semble qu'il a quand même bien analysé et bien vu vers quoi se dirige ce plan B de Zelensky. Donc je pense qu'il va falloir surveiller un peu la situation, entre autres en termes de diplomatie internationale à ce niveau-là, durant les semaines qui viennent, voir si Zelensky propose ce plan B à la Russie ou pas. Ça sera un indicateur important. Si c'est le cas, ça veut dire qu'effectivement, leur but, c'est vraiment faire venir des investisseurs étrangers en Ukraine, attirer de l'argent que Kolomoïski va pouvoir détourner, comme il avait d'ailleurs, je signale, détourné 1,8 milliard de dollars de fonds du FMI qui avaient été prêtés à l'Ukraine à l'époque Poroshenko. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine, et je vous souhaite de passer une bonne semaine.